mes confrères et moi, finalement, avons cédé à cette obligation de tout dire, puisque beaucoup de choses ont été dites et nous avons l'avantage d'avoir été dans le dossier, d'être dans le dossier et de connaître la réalité des faits que nous voudrions partager avec vous. Alors, je passerai sur cette première procédure, dont j'en dirai tout de même deux choses. La première, c'est qu'en réalité, elle a été un ballon d'essai, cette première procédure, qui a été initiée par un ancien membre du bureau politique, suspendu par une décision du Conseil de discipline. Cette dernière donc a saisi le tribunal pour faire annuler la décision du Conseil de discipline au motif que cette décision aurait été prise par un Conseil de discipline régulièrement composé. Et alors que cette procédure était en cours, puisque le renvoi s'était fait après la date retenue pour la tenue du bureau politique, elle a initié une action aux fins de suspension des effets de la décision de suspension. Donc le président, qui a été suffisamment instruit, a levé la décision. Et lorsque nous sommes retrouvés à l'audience, ce qui nous paraissait être une procédure sans objet est devenu une autre affaire, puisqu'elle a modifié ses demandes pour demander que le tribunal statue plutôt sur la nationalité du président Thiam et qu'elle dise que c'est à tort qu'il a été élu comme président du parti et désigné donc un administrateur provisoire, qu'elle a même à l'époque nommé. Donc cette procédure, vous la connaissez, elle a connu un premier épilogue, c'est que le juge s'est déclaré incompétent. Mais il y a la deuxième partie de ce contentieux qui est en cours, qui nous paraît être extrêmement dangereuse. C'est celle qui viserait à faire désigner un administrateur provisoire du PDCI-RDA. Donc, c'est une procédure que nous suivons, de sorte que nous devons être très vigilants. C'est ce que je dis, c'est un premier ballon d'essai. On nous a un peu distraits, mais elle nous amène à cette deuxième procédure, qui est celle de la contestation sur l'inscription de certaines personnes sur la liste électorale provisoire. Alors, il y a des individus, comme vous avez dû voir dans la presse, qui ont saisi la commission électorale indépendante pour lui faire dire que le président Thiam aurait été irrégulièrement inscrit sur la liste provisoire, sur la liste électorale provisoire. Et ces personnes, l'argument que ces personnes ont développé, ces arguments sont fondés sur l'article 48 du Code de la nationalité, parce que le président Thiam a été naturalisé en 1987, et donc à partir de cette date, il aurait perdu la nationalité ivoirienne. Et également, sur l'article 50 de ce même code, qui précise que l'Ivoirien perd la nationalité lorsque il obtient la nationalité d'un autre pays. Et troisièmement, leur action était fondée sur une circulaire interministérielle qui est interprétative de la loi de 1961. Nous avons posé le principe, c'est pour ça que mon intervention va être un préliminaire à ce que va développer Médadé. Nous avons posé le principe, puisque le président Thiam, il est français, et donc étant français, l'article 48 allégué ne lui est pas applicable.
Mais comme il y a dans le dossier un décret de naturalisation qui est effectif parce qu'il a été pris en 1987, nous sommes bornés donc à le déstructurer. Pour leur expliquer que l'article 48 a supposé même que le président Thiam n'ait pas eu une nationalité française d'origine, que cet article 48, celui qui l'invoque contre une personne a deux obligations. Certes, prouver l'existence d'un degré, mais surtout prouver que cette nationalité a été acquise, a été obtenue volontairement. Donc, c'est le premier point que nous allons opposer. Et là, on me dit, mais vous voyez, Madame le Président, nous sommes en train de débattre d'une question qui porte sur la nationalité. Donc, débattant d'une question qui porte sur la nationalité, on glisse subrepticement d'un contentieux sur la liste électorale vers un contentieux sur la nationalité. Nous avons dit, vous n'êtes donc pas compétent pour connaître de ce contentieux. Parce que le contentieux sur la nationalité, il est de la compétence du tribunal de première instance. Alors que vous, vous êtes la juridiction présidentielle. Alors, il faut savoir que dans un tribunal, il y a la juridiction présidentielle, c'est le juge unique, le président du tribunal. Bon, avec Ouada, ils ont créé la juridiction des contestations en matière de... Mais ça, c'est toujours la juridiction présidentielle, qui par délégation de pouvoir, donc désigne un juge pour le faire. Et puis, il y a le tribunal. Le tribunal qui statue dans sa forme collégiale. Nous avons dit, juge unique, vous n'êtes pas le tribunal. Donc, vous ne pouvez pas connaître du contentieux de la nationalité. Et le deuxième élément que nous avons soulevé, nous avons indiqué à Madame le Président que ce contentieux-là, il ne peut pas avoir été introduit par ces personnes-là. Pour la seule et bonne raison que le contentieux sur la nationalité, à titre principal, est ouvert par le procureur de la République et lui seul. Il a l'exclusivité de ce pouvoir de contestation de la nationalité d'un citoyen. Et même quand dans un procès, la question de la nationalité intervient, la seule personne qui est habilitée à porter cette contestation, c'est encore le procureur de la République. Donc, à titre principal, ou de façon incidente à un procès en cours, seul le procureur de la République est compétent, c'est une compétence exclusive, à porter cette contestation. D'ailleurs, la loi même le dit, la loi sur la nationalité précise que même si la question est soulevée devant une juridiction suprême comme la Cour d'assises, à l'époque c'est la Cour d'assises qui est restée, mais bon, parce qu'on a créé maintenant les nouvelles juridictions criminelles, et le texte n'a pas été modifié sur ce point, donc on reste la Cour d'assises. Comprenez, la haute juridiction qui juge les criminels, que la question de la nationalité est soulevée, elle doit être soulevée comme étant une question préjudicielle. Ça veut dire que la juridiction qui est saisie doit surseoir à statuer, renvoyer la partie qui soulève la question devant le tribunal compétent pour que la question de la nationalité soit tranchée. Et ce n'est que lorsque la question de la nationalité est tranchée que le juge pénal, y compris le juge de cassation, en tire les conséquences au plan pénal. Nous avons dit, vous voyez, tous ces éléments font que vous ne pouvez pas connaître de ce dossier, et même si vous estimez par un braquage judiciaire que vous êtes compétent, celui qui vous a saisi, lui, il n'a pas la qualité pour vous saisir d'une contestation sur la nationalité. Malheureusement, l'affaire a été mise en délibéré et nous avions espoir parce que nous nous sommes dit, on ne voit pas comment elle peut passer outre ces dispositions qui sont d'ordre public. La disposition d'ordre public
elle est celle qu'on peut soulever à n'importe quel moment d'un procès, elle est celle que la loi oblige le juge à soulever lui-même. Donc, n'ayant pas soulevé, nous l'avons soulevé, et on s'est dit, bon, cet aspect ne nous posera pas de questions, ne nous fera pas de problème, parce que ça nous paraît relever de l'évidence. Et ensuite de cela, nous avons répondu aux moyens développés par les demandeurs qui sont focalisés sur l'article 48. Ils sont focalisés sur la perte de la nationalité. Et vous avez vu, nous avons entendu un haut responsable, un haut magistrat ce matin, qui a esquivé une question qui doit être posée sur la situation en l'état du président Tchad. Puisque vous parlez de l'article 48 et vous dites que la perte de la nationalité ivoirienne, elle est automatique. Je dis, mais voilà, vous dites une chose que la loi n'a pas dite. Parce que dans la même loi, il y a des dispositions où on dit obtient la nationalité de plein droit. On utilise le terme plein droit. En l'espèce ici, on dit perd la nationalité. Celui qui tente. Donc vous ajoutez le obligatoirement. Ça ne ressort d'aucune disposition de la loi. Mais quand vous ajoutez, vous oubliez l'autre, qui est le obligatoirement. On dit, mais c'est celui, contrairement à ce que nous avons entendu, c'est celui qui argue de ce qu'une personne n'a plus la nationalité ivoirienne, elle n'a plus la nationalité ivoirienne, qui doit démontrer les dispositions de l'article 48, qui sont de deux ordres. La perte de la nationalité, ok, par décret, naturalisation, et bien fait. Mais la perte de la nationalité volontaire. Et nous avons expliqué au juge, justement, que la France, elle, la France, elle a plusieurs types d'acquisition de la nationalité française. Il y a celle qu'on demande, qui fait l'objet d'une enquête. Il y a celle qu'on vous donne, parce que vous avez rendu service à ce pays. Ce n'est pas à nous d'apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas. Si vous dites que nous avons obtenu volontairement la nationalité ivoirienne, vous apportez le décret, mais dès lors que la loi nous dit qu'on peut obtenir la nationalité par décret, donc on fait la demande, c'est volontaire, mais on peut l'obtenir quand on vous la donne. Donc c'est à vous qui apportez la preuve du décret, de démontrer que pour obtenir ce décret, j'ai fait une demande. Mais ne me demandez pas à moi de démontrer que ce qui n'existe pas, parce que je vous dis, je n'ai pas fait de demande. Si je n'ai pas fait de demande, comment je dois vous démontrer que j'ai demandé la nationalité française? Tout en sachant que nous estimons qu'il n'est pas du tout concerné par l'article 38, mais par l'article 48, et donc par conséquent que c'était peut-être surabondant d'en parler, mais puisque le décret existe, il fallait qu'on en parle. Et nous avons eu un certain nombre de documents que mon confrère Dadier dont il va vous en parler tout à l'heure, au besoin, il va vous les faire voir, qui démontrent que finalement, le président Tchad, il est français de naissance. Il est français de naissance. Il est français de naissance parce que son père était français. Français de naissance parce que son père était français. Il est ivoirien de naissance parce que sa mère était ivoirienne. Donc il est un binational. Et le binational n'est pas concerné par l'article 48. Quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit, mais que ce document est illisible. Et nous, on a fait des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il met, produisez-moi une copie plus lisible.
Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Et il vous dit, mais c'est tout prêt là, on a distribué le document. On a délivré le document à la mairie du plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur d'affaires civiles, il a essayé d'expliquer que le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il y a eu le dimanche, il y a eu le lundi férié. Donc en réalité, nous avons le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas à notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages. À une audience qui s'est achevée à midi, à 15 h. Donc entre midi et 15 h, et midi et 16 h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... D'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu qu'on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le jour, le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Mais pourtant, dans la décision, ça a publié lundi au 22 avril. Nous sommes dans une situation où la loi dit la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables. On dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le rang de sans recours et on a dit c'est fini. Bon. Moi, j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation sur la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Donc, par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Naturellement, on dit sans recours. Mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des recours que les techniciens de la procédure, moi je suis enseignant de procédure, connaissent. Et nous en parlerons.